Madame, Monsieur, on se retrouve en plateau et c'est la rubrique L'invité du soir. Notre invité de ce lundi, il s'appelle Jed Sofoni Kaboudé. Il est directeur de la recherche économique chez Interglobe Conseil. C'est lui qui nous fait l'honneur de nous assister ce soir et on parlera avec lui justement de cette crise actuelle au Népal. La population du pays dénonce la corruption, le népotisme et dans ce contexte, le 4 septembre dernier, le gouvernement a ordonné le blocage des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, etc., qui ne se seraient pas enregistrés, des plateformes qui ne se seraient pas enregistrées. La tension monte actuellement. On parlera, je vous le disais à l'instant, de cette crise actuelle au Népal avec notre invité du jour, Jed Sofoni Kaboudé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Monsieur Jed Kaboudé, vous suivez aussi avec nous cette actualité du côté du Népal et vous observez justement cette crise-là. C'est une révolte sociale, Kaboudé. Absolument, absolument. Je pense qu'il est important de voir ce qui se passe actuellement au Népal. Et d'abord, je remercie Télé de vouloir parler de cette révolte sociale parce que je suis très étonné que les manifestations au Népal ne fassent pas plus que ça la une des journaux, parce qu'à mon avis, c'est une révolte sociale qui pourrait, comment dire, donner le ton aux prochaines révoltes sociales un peu partout dans le monde. Bien sûr, et Monsieur Jed Kaboudé, je parlais tantôt d'une corruption et du népotisme qui seraient les réelles motivations de cette crise. Mais comment en est-on arrivé là concrètement? Ah, ça c'est une très bonne question. Et je pense qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à ce qui se passe depuis 10 jours. Je pense qu'il faut qu'on fasse un pas en arrière, parce que vous posez une question fondamentale. Je pense que pour comprendre la rage actuelle au Népal, il faut regarder l'histoire, au moins l'histoire récente du Népal. Le Népal, si vous voulez, a vécu une guerre civile de 10 ans, de 96 à 2006, qui a été menée par les maoïstes, n'est-ce pas? Cette guerre s'est terminée à la fin, par de 240 ans de monarchie en 2008. Et à partir de 2008, on a eu la promesse d'une république démocratique et sociale. Bon, le problème, c'est que cette promesse n'a jamais été tenue. Bon, la classe politique qui a émergé de ce conflit, y compris les anciens révolutionnaires maoïstes, a très vite reproduit les pires travers de l'ancien régime, c'est-à-dire corruption systémique, népotisme, captation des richesses, etc., etc. Donc, au lieu d'une redistribution et de développement économique pour tout le monde, pour tous, on a eu quoi? On a assisté à la formation d'une nouvelle oligarchie qui s'est enrichie sur le dos de la population du Népal. Donc, si vous voulez, bon là je vais utiliser des termes de philosophie de l'histoire de Marx, mais en fait, la superstructure politique a changé. C'est-à-dire qu'on est passé de la monarchie à une république. Mais l'infrastructure économique, c'est-à-dire les rapports de production, sont restés fondamentalement inégalitaires. Donc, le mécontentement actuel, si vous voulez, est pour moi le fruit de cette trahison historique. C'est-à-dire, les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, ce sont des jeunes, des enfants de la génération qui a fait la révolution. Et donc, ils ont grandi avec le mythe d'un Népal nouveau, d'une république de Népal démocratique. Mais leur réalité quotidienne est faite de chômage, de pauvreté,
Près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et la seule perspective qu'ils ont, c'est l'immigration massive pour aller trouver du travail en Malaisie, en Inde, Singapour, etc., etc., en Chine ou dans le Golfe. Donc, c'est le produit de l'échec de la classe politique à construire un modèle de développement viable après la guerre qui a aujourd'hui engendré la situation actuelle. Bien sûr, Monsieur Jed Koboudé, vous parliez tantôt du mécontentement de cette jeunesse-là du Népal, cette jeunesse qui se fait appeler la génération Z. Et on a vu sur les réseaux sociaux combien ils ont manifesté leur mécontentement. On a vu le Parlement qui a été incendié. Monsieur Jed Koboudé, sur le plan économique, puisque vous êtes directeur général de la recherche économique chez Interglobe Conseil, on a envie de voir les impacts sur le plan économique de cette crise-là, parce que justement, on sait qu'il y a des impacts qui seront immédiats de cette crise sur l'investissement, le tourisme, mais également les échanges internationaux. Monsieur Jed Koboudé. Absolument. Je vais revenir sur les impacts économiques. Mais tout à l'heure, je me rends compte que je n'ai peut-être pas indiqué pour les téléspectateurs qui n'auraient pas suivi la révolte, ce qui a déclenché la révolte. C'est-à-dire que le 4 septembre, vous avez le gouvernement qui a interdit une trentaine de réseaux sociaux. Comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, etc. Donc, officiellement, la raison, il s'agit de lutter contre la désinformation. Mais pour la jeunesse népalaise, qui utilise ces plateformes pour dénoncer la corruption endémique et le népotisme de la classe dirigeante, cette censure a été la goutte d'eau de trop, quoi. Et donc, dès lundi, 8 septembre, des milliers d'étudiants sont descendus dans les rues. Et comme il y a eu... Au début, c'était pacifique. Mais la réponse du pouvoir a été d'une brutalité inouïe. Et donc, la police a tiré à balles réelles sur la foule, etc. Et puis, malheureusement, cette répression qu'a organisé le pouvoir a amené la contestation à se transformer et à devenir une insurrection, n'est-ce pas, etc., etc. Bon. Les conséquences économiques sont assez visibles, l'impact est déjà visible et il est préoccupant. D'abord le tourisme, parce que rappelons que le tourisme représente près de 10% du PIB népalais et emploie directement ou indirectement des centaines de milliers de personnes. Donc, dès qu'il y a des images de manifestations réprimées ou de rues en feu à Katmandou, etc., cela va décourager les visiteurs étrangers. Donc, le Népal, qui sortait péniblement de la pandémie de Covid, voit ainsi une de ses principales sources de devises totalement fragilisée. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'investissement direct étranger direct, comme on veut. Le pays, le Népal attire peu d'investissements comparé à ses voisins, ça c'est sûr, l'Inde ou le Bangladesh, etc. Déjà qu'ils attirent peu d'investissements, si en plus ils rajoutent de l'instabilité politique, ça va devenir compliqué. Rappelons que l'instabilité politique est le premier signal rouge pour les investisseurs. Donc, quand un gouvernement paraît incapable de garantir la stabilité des règles du jeu, le fonctionnement des institutions, les capitaux s'en vont ou ne viennent pas du tout. Donc, ça, c'est le deuxième point qui me paraît important de souligner. Le troisième point, qui, là aussi, me paraît fondamental,
ben, c'est les travailleurs migrants. Vous avez 2 à 3 millions de Népalais qui travaillent à l'étranger, surtout dans le Golfe et en Malaisie. Et là, on voit de fonds représente près d'un quart du PIB. C'est-à-dire que les remises de la diaspora népalaise en, en direction du Népal, ça représente 25% du PIB. Donc, la crise actuelle nourrit un sentiment d'échec national. Et les jeunes ne voient pas d'avenir au pays et préfèrent partir. On l'a vu sur les réseaux sociaux, des groupes qui se sont organisés pour, pour quitter le pays. Donc, cela, mais ça c'est un impact à moyen terme, cela vide le pays de ses forces vives. Donc, le pays est vidé de ses forces vives et va du coup, en termes de croissance potentielle, baisser grandement. Parce que, après tout, c'est la démographie qui fait l'économie. Hein. Donc ça, c'est aussi un point important à souligner. Donc, si je résume, parce que j'ai un peu évoqué les choses pêle-mêle, Vous avez si je évoqué résume, 3 points, bien sûr. voilà, exactement. Bellisme, frilosité des investisseurs et la fuite des talents. Et c'est une spirale très, très négative. Bien sûr. L'autre détail, c'est que le pays n'avait pas connu de telles tensions depuis l'abolition de la monarchie en 2008. On a envie de se demander si cette tension-là va s'arrêter de sitôt, si la jeunesse qui se fait appeler la génération Z va pouvoir raison garder ou c'est le début d'une série de tensions dans le pays. Très bonne question. Moi, je pense que ça dépendra de comment la crise actuelle sera traitée. Euh, si la crise actuelle est traitée dans le fond, on pourrait avoir comment dire, un début de stabilité dans le temps. Parce que ce que je veux mentionner et qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut regarder le contexte régional du Népal. D'ailleurs, quand la crise a commencé, plusieurs observateurs ont déjà fait le parallèle avec la révolution étudiante au Bangladesh en août de l'année dernière, qui a aussi renversé un régime autoritaire. Donc, on est dans ce contexte-là. Et ce n'est pas pour me jeter des fleurs moi-même, mais j'avais commenté la révolution étudiante au Bangladesh l'année dernière et j'avais dit que cela va faire une forme de contagion dans la région. Et après, je ne savais pas que ça serait le Népal. Mais ça me paraît, en fait, ça me paraît totalement prévisible. Si vous voulez, les ingrédients qui ont mis le feu aux poudres au Népal sont présents dans de nombreux pays d'Asie du Sud. D'Asie du Sud. En Afrique aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en Asie du Sud, oui. Parce que vous avez une masse de jeunes diplômés, mais sans emploi, une corruption endémique et qui est perçue comme un obstacle insurmontable à la mobilité sociale. Et puis, vous avez une élite politique totalement déconnectée, et en plus qui n'est pas discrète, c'est-à-dire qui étale sa richesse sur les réseaux sociaux. Et vous avez une forte pénétration en même temps des technologies de l'information. Donc, ce qui peut permettre des mobilisations rapides. Et bien, moi, je dis, quand on a ces ingrédients, il est parfaitement normal de s'attendre à une révolte. C'est-à-dire, vous avez d'un côté une jeunesse diplômée, donc éduquée, oui, mais
mais qui est sans emploi, donc qui est au chômage. De l'autre côté, vous avez une corruption organisée par une élite qui est déconnectée, mais en plus, qui étale sa richesse sur les réseaux sociaux. Et en même temps, les jeunes en question ont accès à des réseaux sociaux et donc qui peuvent permettre une mobilisation rapide. Eh ben, je veux dire que c'est un cocktail, enfin, ce sont des ingrédients qui permettent de faire le cocktail, un cocktail de type révolution sociale. Et puis, ces conditions structurelles que j'évoque sont les mêmes dans plusieurs pays ou dans plusieurs villes, à Dakar, à Colombo, à Karachi. C'est la même chose. La jeunesse de ces villes, de ces pays, fait face au même mur. Donc, la révolte népalaise pourrait donc tout à fait servir de catalyseur, de preuve que le changement est possible par la rue. Et moi, c'est ce que je crains. Et donc, bon, les classes dirigeantes de la région observent sans aucun doute les événements à Katmandou. J'espère avec une grande hauteur de vue et une volonté de changer les choses. Monsieur Jed Koboudé, on parle dans cette rubrique de la révolte sociale au Népal. L'évolution de cette actualité nous fait comprendre que l'ancien ministre du pays du Népal a démissionné et notre nouveau ministre a été désigné. Vous avez certainement des messages à l'endroit de cette génération Z-là, des jeunes qui sont mécontents au Népal et puis à l'endroit également de la communauté internationale. Oui, absolument. Si vous voulez, mon message serait double. D'abord aux autorités népalaises. Moi, j'aimerais dire attention aux solutions cosmétiques. C'est-à-dire que changer un Premier ministre ne suffira pas à éteindre l'incendie. Ça, c'est évident. La jeunesse dans la rue ne réclame pas des têtes en réalité. C'est vrai qu'on a vu sur les réseaux sociaux des scènes, moi qui personnellement me révolte, le fait de s'en prendre physiquement à des autorités, à leurs femmes, etc. Je trouve cela parfaitement condamnable. Mais par contre, oui, la jeunesse dans la rue ne réclame pas des têtes, elle réclame un changement radical du système. Donc, mon message aux autorités népalaises serait simple. Mettez fin à la corruption et au népotisme. Voilà, premier point. Mettez en place un véritable plan de développement économique qui crée des emplois décents pour les jeunes et tout se passera bien. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer aux racines, comment dire, aux racines matérielles de la colère. Toute autre approche ne fera que repousser la prochaine explosion et qui sera peut-être encore plus violente. Et puis à la communauté internationale, en fait, en réalité, en particulier aux deux géants voisins, l'Inde et la Chine. La tentation est toujours grande de soutenir un pouvoir stable, même s'il est corrompu, tout cela pour préserver des intérêts géopolitiques. Moi, j'aimerais dire que ça serait une énorme erreur de calcul à long terme de la Chine et de l'Inde. S'ils continuent à soutenir, voilà, à vouloir préserver des intérêts géopolitiques et donc préserver voilà, des amis en place au Népal, ça serait une énorme erreur de calcul géopolitique. La stabilité fondée sur la répression de l'injustice sociale est un château de cartes. L'histoire nous le montre. Donc, le véritable intérêt de la communauté internationale est de soutenir l'émergence d'un Népal démocratique, juste et économiquement viable.
Euh, donc, euh, donc l'un n'est plus au compromis complaisant, quoi, mais à un soutien franc au peuple népalais. Monsieur Jed Sophonie Koboudé, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Merci d'avoir été des nôtres. Avec vous, nous avons parlé de cette révolte sociale du côté du Népal et on a abordé les impacts économiques de cette crise. On va se retrouver demain avec notre invité. D'ici là, vous allez retrouver Abdia Soussoukba et ses invités.